Bienvenue à votre émission La Tribune des Éditos, ce grand rendez-vous de votre télévision True TV pour décrypter, analyser et parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les commentaires et analyses des différents médias. Pour cette tribune, il sera question du soutien militaire ivoirien au Burkina Faso, également le Hajj 2023, pas de subvention de l'État pour les pèlerins burkinabés, aussi le procès Vincent Dabilgou, les avocats dénoncent la violation du métier d'avocat. Et enfin, il sera question du mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Et pour décrypter ces différentes actualités, je suis accompagné par 4 professionnels des médias. Nous avons Aimé Kobo Nabaloum, il est rédacteur en chef du journal Le Reporter. À ses côtés, nous avons Ousmane Paré, journaliste indépendant. Et à ma droite, nous avons Issa Sigiré, journaliste aux éditions Le Pays. Et enfin, Daouda Kinda du journal Le Quotidien. Premier sujet enrôlé pour cette émission, livraison de matériel militaire au Burkina Faso par la Côte d'Ivoire. Les choses se précisent désormais avec la réaction du chef de l'État burkinabé. Alors, Ousmane Paré, c'est un sujet qui aurait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je me pose la question, pourquoi ? En fait, parce que c'est quelque chose dont on n'avait pas forcément besoin, ça aurait pu se gérer autrement, étant donné que c'est une affaire qui date déjà de quelques mois. Et je n'ai pas du tout compris cette volonté, en fait, ce déni. Donc de la part de certains internautes notamment. Et en même temps, ce qui est inquiétant, c'est cet esprit justement de, je ne sais pas s'il faut dire belliqueux, mais cette volonté de créer un froid, en fait, de susciter un froid entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. J'avoue que je n'arrive pas du tout à comprendre. Ça a commencé il y a un bon bout de temps où dans une certaine opinion essaie de présenter en fait la Côte d'Ivoire comme un ennemi donc du Burkina. Moi, c'est surtout ce qui m'a choqué un peu. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on s'est dit que la Côte d'Ivoire, c'est la France, ce qui ressortait un peu de certaines discussions, et que la France étant donc désormais, entre guillemets, ennemi du Burkina, la Côte d'Ivoire aussi l'était, et que la Côte d'Ivoire ne pouvait donc pas fournir des armes au Burkina. Je ne sais pas pourquoi des gens s'inscrivent dans cette logique, et je ne sais pas aussi pourquoi à un certain moment on avait cette impression au niveau de l'État qu'on voulait entretenir cela. La Côte d'Ivoire et le Burkina, je crois que c'est pas aujourd'hui qu'on est ensemble, où on partage beaucoup de choses, et on parle très souvent des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Les échanges, on avait donc ce traité d'amitié et de coopération et qui a atteint un niveau très très élevé, où on tenait des conseils de ministres donc conjoints, les chefs d'État de façon donc rotative se retrouvaient dans l'un ou l'autre pays. Donc je ne sais pas pourquoi on veut forcément entretenir cela. La Côte d'Ivoire a apporté, et je crois qu'il n'y a même pas très longtemps, on disait que personne ne nous soutenait. Et voilà qu'on nous soutient et on veut encore mordre le doigt qui veut nous donner à manger, entre guillemets. Bon, j'exagère un peu. Non, je crois qu'il faut qu'on revienne à cette relation de fraternité. Autant la Côte d'Ivoire peut donner au Burkina, autant le Burkina peut donner à la Côte d'Ivoire, et qu'on se dise que dans cette crise que nous traversons, nous avons forcément besoin du soutien des autres, et les autres auront besoin demain aussi de notre expertise, de notre soutien. Donc moi, c'est une bonne chose que la Côte d'Ivoire nous vienne en aide, et il faut le prendre ainsi et sortir justement de cette idée donc de confrontation ou de rejet, et ça ne va pas du tout nous avancer. D'accord. Alors Aimé Nabaloum, nos confrères de l'Observateur Palga sur la question avaient titré en début de semaine le cadeau gênant d'un tête de pont de l'impérialisme. Ma question, pourquoi n'a-t-on pas mis fin aux rumeurs dès les premières heures? Bon, merci. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on doit tenir compte. Alors, les dernières nouvelles sont que la Côte d'Ivoire, d'abord, n'avait pas voulu que l'affaire soit ébruitée. Et c'est culturel, c'est traditionnel. Quand on donne, il faut, je dirais que c'est même religieux. Quand on donne, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, c'est ça. Et il ne faut pas donner et puis s'enorgueillir, crier sur tous les toits parce qu'on a donné. Selon les dernières informations pratiquement officielles, c'est que la Côte d'Ivoire n'a pas
voulu donc communiquer autour de la question. Et en plus, la Côte d'Ivoire a été le premier pays, en tout cas la première partie, à réagir suite à une conférence de presse, je crois, avec le porte-parole du gouvernement ivoirien, qui mettait toujours au conditionnel, tant bien même il dit que bon, si la Côte d'Ivoire le faisait, rien ne l'empêchait donc de le faire. Je pense que c'est ce qui a probablement soutenu le fait que le Burkina ait voulu garder une certaine omerta donc, autour de l'information. Très probablement. Mais, des confrères ont eu l'information, l'ont rendu public, bon, il y a plus rien à cacher. Justement, on savait qu'avec les réseaux sociaux, l'info ne pouvait pas ne pas circuler. Absolument, l'information ne pouvait pas ne pas circuler. L'autre aspect aussi, d'autres doivent tenir compte, c'est que, bon, mon confrère l'a dit tout à l'heure, il y a une certaine opinion qui pense que entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il y a un froid. Non, la raison d'État va au-delà donc de nos excitations fébriles, notamment sur les réseaux sociaux. Notre contexte, nos autorités l'ont dit à plusieurs reprises, que ce soit le Premier ministre ou que ce soit le président de la transition, ben, on a besoin d'armes. Ça se dit, ça se crie sur tous les toits, on a besoin d'armes. Ben, si un pays vous aide, ben, il faut l'accepter. Il n'y a pas de honte en cela, à mon avis. C'est d'autant plus que quand la Côte d'Ivoire aide le Burkina Faso, bon, la Côte d'Ivoire cède en retour. Quand la case de ton voisin brûle, il ne faut pas t'asseoir, il faut vite courir au secours. Maintenant, bon, le seul souci à ce niveau, c'est pourquoi c'est ce don-là qui fait bruit. Et vous avez suivi tous les montages grossiers les plus comment on appelle irresponsables possibles autour donc de cette affaire donc de dons. Pourquoi on ne veut pas que la Côte d'Ivoire nous aide? Pourquoi? Il n'y a aucune raison à ce que la Côte d'Ivoire ne nous aide pas si nous sommes en difficulté. Nos autorités, heureusement que, bon, selon nos confrères, bon, les premières autorités ont pris les devants, ont confirmé qu'il y a eu don, ont confirmé également qu'il y a eu demande, et la demande c'est pas adressée uniquement à la Côte d'Ivoire, la demande a été adressée à pratiquement tous nos voisins, même aux institutions sous-régionales et internationales. Si la Côte d'Ivoire le fait, pourquoi le nier? Encore plus que le Burkina aurait dit merci à la Côte d'Ivoire. C'est de bonne guerre, voilà. Alors Issa Sigiré, il y a eu toute une semaine de rumeurs sur cette question. Est-ce que si communication il y avait eu, on n'aurait pas pu éviter? Alors, moi je suis heureux de savoir et de constater qu'il existe encore des canaux pour exprimer la fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso par ce don. Parce que quand il y a un don, il y a quelqu'un qui donne et c'est que l'autre aussi accepte de prendre. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quel pays pour le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire et le Burkina constituaient à l'époque un seul pays. Aujourd'hui, le Burkina a au moins 4 millions de ressortissants burkinabés sur le sol ivoirien. Donc c'est à peu près le quart de la population qui vit au Burkina qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui comme ressortissant. Donc c'est un pays pas comme les autres, un pays avec lequel on doit avoir beaucoup plus d'égards sur un certain nombre d'aspects. Et deuxièmement, je suis de ceux qui pensent que la crise que nous connaissons, nous ne pouvons pas la gagner seuls. Nous ne pouvons la gagner qu'avec nos voisins, y compris la Côte d'Ivoire. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, pourquoi on n'a pas communiqué? La raison est toute simple. Les armes, ce ne sont pas de l'argent qu'on en prend, qu'on empoche ou qu'on épargne et pour utiliser en cas de besoin. Quand on exprime un besoin en termes d'armement, c'est pour une opération précise. Et pour qu'une opération précise soit efficace, il faut aussi souvent une certaine discrétion. Et récemment, on voit certaines communications qui disent que c'est pour une opération vers la frontière et ça a peut-être même duré. Peut-être même que l'opération est en cours ou même peut-être que l'opération a déjà eu lieu. Donc c'est pour ces questions militaires certainement que l'information
l'information a été cachée plus ou moins pour permettre aux éléments qui sont sur les théâtres d'opération d'opérer en toute sérénité et en toute efficacité pour pouvoir gagner en termes de résultats palpables. Donc ce sont des initiatives qu'il faut saluer parce qu'on a toujours déploré aujourd'hui le fait que des pays voisins, notamment les pays côtiers, ne soutenaient pas assez ceux qui sont un peu dans le Sahel et qui se battent malgré les difficultés financières que ces pays connaissent. Donc parce que la crise est en train de basculer un peu vers les pays, du Sud. Donc c'est tout à fait normal que les pays du Sud essaient d'aider, que ce soit sur le plan de l'armement ou encore sur le plan encore de finances à ces pays comme le Burkina Faso. Parce que voyez-vous, l'achat ou l'acquisition des armes est réglementé sur le plan international et quand vous avez atteint votre taux ou votre quota, souvent il est difficile de commander de façon officielle un certain type d'armes. Mais la Côte d'Ivoire qui n'est pas en guerre, qui peut avoir une certaine marge de manœuvre, qui est contrainte ou astreinte à moins de restrictions, peut mieux acquérir du matériel au profit du Burkina Faso. Donc dans l'un cas ou dans l'autre, c'est déjà une bonne chose, et de deux, c'est pour des questions d'efficacité que cela n'a pas été communiqué. À mon avis, ça ne devrait pas offusquer quelqu'un, étant donné que nous sommes en situation réelle de besoin. Si quelqu'un comme la Côte d'Ivoire vient avec nous, c'est une aide qu'il faut saluer, et aussi inviter les autres, et aussi au Burkina d'aller vers d'autres pays, explorer des trucs, des pays ou des soutiens que jusque-là qui ne sont pas encore arrivés. Moi je pense, c'est vrai qu'on parle de la Russie, mais moi je pense aux pays comme Israël qui en matière de technologie sont suffisamment avancés, et c'est l'ensemble coordonné de toutes ces aides-là qui nous permettront d'avoir des résultats très probants. D'accord. Alors Daouda Kinda, on connaît le besoin de nos forces de défense et de sécurité en termes matériels. Ce dont de la Côte d'Ivoire, il s'agit de véhicules, de fusils d'assaut, de munitions. Est-ce qu'au-delà de tout cela ne pourrait pas nous permettre de hausser encore plus haut le niveau de combat que nous avons face à l'adversité terroriste? Bon, est-ce que ça va pouvoir permettre de changer la donne? Ce qui est sûr, la frontière ivoirienne, il a parlé des opérations par exemple. Ce qui est sûr, ça va permettre en tout cas d'équiper nos forces, un certain nombre de militaires. Et quand on sait que la zone frontalière avec la Côte d'Ivoire aussi, c'est une zone aussi qui connaît des incursions terroristes. Donc il va falloir que nos unités combattantes qui sont dans ces localités-là soient suffisamment équipées. Et ce n'est pas la première fois, mon confrère Sigiré a parlé d'opérations conjointes entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Ce n'est pas la première fois que nos deux pays mènent des opérations conjointes, et le plus souvent il y a des résultats. Et si cette fois-ci le Burkina Faso, en préparant ces opérations-là, fait une demande à son voisin de l'équiper, et que son voisin satisfait à sa demande, c'est une bonne initiative, et comme je l'ai dit, ça va permettre à coup sûr de renforcer en tout cas les équipements des soldats là-bas en termes de mobilité, parce qu'il y a des dizaines de pick-up, en termes de force de feu. Je connais pas tellement les fusils d'assaut. Avec les Kalachnikov et autres mises à disposition de nos forces là, ça va renforcer leur armement, mais ce n'est pas uniquement le don de la Côte d'Ivoire. C'est sûr qu'eux aussi ils étaient déjà équipés, mais ça va renforcer. Ce qui est déplorable, c'est que qu'est-ce qu'on n'a pas entendu lorsque cette information s'est ébruitée? Certains disent que c'est du matériel commandé par le Burkina qui a été retenu dans les ports d'Abidjan. D'autres pensaient ou disaient même que pourquoi maintenant
Pourquoi c'est maintenant que la Côte d'Ivoire décide de manifester son accompagnement au Burkina Faso? Il n'est jamais tard pour bien faire. Si le Burkina a décidé cette fois-ci de demander que la Côte d'Ivoire réponde positivement, c'est à saluer. Et quand on écoute, lorsque le ministre, le porte-parole du gouvernement ivoirien s'est exprimé, il a rappelé que ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire, en tout cas que le président Alassane Ouattara, même s'il n'a pas donné, qu'il a facilité l'acquisition de matériel pour le Burkina, pour le Niger et pour le Mali. C'est déjà quelque chose à saluer. Au-delà de ce qu'on entend, parce que pour certains, c'est le valet local actuellement de la France dans la zone Afrique de l'Ouest, parce que pour eux, comme l'autre paraît assez bien détaillé, mais Alassane Ouattara n'est pas forcément l'ennemi du Burkina Faso. D'accord. Alors, Ousmane Paré, tout à l'heure, Aimé Nabaloum l'a relevé, la Côte d'Ivoire a voulu qu'on ne réagisse pas officiellement par rapport à ce don. Est-ce que vous comprenez cet état de fait? Non, je crois que généralement ça fonctionne comme ça. Et quand vous écoutez bien le ministre ivoirien, le porte-parole du gouvernement ivoirien, il n'a pas voulu être franc dans les propos. Vous voyez que c'était vraiment diplomatique, donc il a essayé de ne pas aller directement au point que certaines personnes ont dit qu'il n'a pas confirmé s'il y a eu don ou pas. Donc je crois que ça c'est purement diplomatique, même si on sait que sur le plan politique, voilà, les mêmes personnes peuvent aussi trouver des moyens pour faire ressurgir l'information. Ça fonctionne toujours comme ça. Ça peut être aussi à la demande express du Burkina, peut-être pour ne pas qu'il y ait de la communication autour de ça. Je crois que de toute façon, tous les États, en fait, chacun trouve des moyens pour essayer de gérer ce genre de situation. Il y en a qui le font, et voilà, à travers des tapages. Donc, vous voyez, souvent même, il y a du matériel, même quand l'État ne communique pas, ce sont des activistes qui, on ne sait même pas comment ils font pour avoir les photos, donc, et puis qui les publient, même si beaucoup aussi, très souvent, il y a du faux dedans. Mais ça participe d'une stratégie de communication. Il y a des objectifs qui sont en réalité cachés. Maintenant, moi, ma préoccupation, ce qui me gêne, et ce que je pense aussi que le gouvernement doit pouvoir gérer rapidement, c'est cet activisme-là sur les réseaux sociaux. C'est très malsain. Et personnellement, je suis de ceux à qui ça fait peur, parce que si on ne fait pas attention, un problème peut venir de là. Parce que de la manière dont on a communiqué, notamment donc certains activistes, la virulence qu'il y avait derrière certains propos, je me demande si certaines de ces personnes auront le courage encore de s'asseoir et de se regarder en face. Parce que les gens ont tellement étaient tellement sûrs d'eux, les gens ont tellement tenu des propos assez graves par rapport à cette situation, sans avoir de preuves. Et qu'on se demande par la suite comment ces personnes vont se comporter quand le président lui-même dit que c'est le Burkina qui a demandé et que la Côte d'Ivoire nous est venue en aide. Il faut encore une fois qu'on sorte de cette logique-là d'inimitié. Il y a des questions politiques, il y a des questions idéologiques. On peut à un certain moment faire des options, mais encore une fois, chaque fois je le répète, même sur ce plateau je l'ai dit, les États-Unis et la Chine se battent, mais il y a des questions sur lesquelles ils travaillent ensemble. Les États-Unis et la Russie sont en train de se faire la bagarre en Ukraine, mais ces deux pays savent sauvegarder leurs intérêts quand c'est menacé. Donc il ne faudrait pas que ce soit nous au niveau de la population qui exacerbions les tensions. La Côte d'Ivoire et le Burkina, le Mali, le Niger, on reste encore des amis. Encore une fois, vous avez vu récemment les échanges, la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Après l'affaire des soldats français qui avaient les militaires ivoiriens qui avaient été arrêtés en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de s'asseoir, ils sont en train de discuter. C'est au sommet de l'État. Donc, avec le Burkina et la Côte d'Ivoire, ce sera la même chose. L'essentiel est que les intérêts, justement, des populations puissent être sauvegardés. D'accord. Alors, Aimé Nabaloum, en plus de ce don de la Côte d'Ivoire, il y a eu une présentation de matériel acquis sur fonds propres par l'armée burkinabé. La présentation, on l'a suivie sur les antennes de la télévision nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je sais pas, c'est bien.
je pense que c'est bien d'acquérir du matériel de combat. Ça va nous permettre donc bien évidemment, d'acquérir donc d'engranger plutôt des victoires sur le terrain. Une fois de plus, c'est le slogan du gouvernement de la transition. On veut des armes, on veut des armes, on veut des armes. Bon, c'est une option, c'est une option que le gouvernement en tout cas en train d'appliquer. Mais face à cela, tout à l'heure on a parlé donc du don ivoirien. Vous savez, même avant, il y a juste quelques semaines, on a vu, je n'ai rien contre les donateurs, on a vu des donateurs avec du matériel, peut-être en termes de montant, de moindre quoi. C'est pas 2-3 milliards, voilà. Mais bon, on a fait une grosse campagne de communication autour de ça. On a convié les confrères qui sont allés couvrir des cérémonies de remise officielle du don. Là aussi, c'est du matériel de combat que le gouvernement exhibe. Je pense que si ça va permettre aux hommes sur le terrain d'être beaucoup plus efficaces, ben c'est tant mieux. Je ne veux pas remettre quoi que ce soit en cause, mais bon, je ne sais pas d'où ça vient, on ne nous a pas dit où est-ce que ça a été commandé. Bon, peut-être que c'est des choses, on estimera que ce n'est pas nécessaire de le dire, mais bon, je note tout simplement que la lutte contre le terrorisme ne fait pas sortir le Burkina de son caractère d'État. Les choses doivent se faire toujours selon les règles et selon l'éthique en la matière. Et j'insiste là-dessus, tout en souhaitant que ce matériel acquis sur le budget donc de l'État puisse véritablement servir à l'État burkinabé. Voilà, si c'est vraiment le cas tel que ça a été dit par le ministre de la Défense nationale. D'accord. Issa Sigiri, on a vu la présentation de ce matériel acquis sur fonds propres par l'armée burkinabé. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est une bonne chose, une très bonne chose, j'allais dire, parce que le vecteur aérien était considéré jusque-là comme le maillon le plus faible. Si cette insuffisance-là est réglée, c'est vraiment une très bonne chose. Il vous souviendra que dans le groupe WhatsApp, souvent on entend des soldats crier au secours. Vecteur aérien, frappe aérienne, souvent on entend de temps en temps ces cris de détresse là, et aujourd'hui avec ce matériel on peut dire que ce problème est sur le point d'être résolu. Rappelez-vous que tout récemment au Sahel on avait vu un certain nombre de militaires qui avaient été massacrés par le groupe armé, parce qu'ils peuvent procéder ainsi, mais profiter un peu du nord malien ou encore peut-être même de Niger et former de longues colonnes pour attaquer nos positions internes. Mais avec ce qu'on appelle ça, ces moyens aériens là, on peut effectivement contrecarrer avec beaucoup plus d'efficacité ce type de combat. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que on est en train de changer, comment on appelle ça, la façon de faire la guerre. En tout cas, c'est ce que l'armée nous laisse croire, à savoir que vous pouvez venir nous attaquer, mais vous ne repartirez pas vivant. Et quand les choses commencent, quand les choses sont présentées ainsi, on espère que ça peut apporter un plus vers la victoire qui sera certaine si on continue ainsi. On va inviter les uns et les autres à faire bon usage et à utiliser de façon rationnelle ce matériel-là. Parce que ce qui est extrêmement important aussi en termes de matériel aérien, c'est à la fois l'entretien qui coûte extrêmement cher. Même l'utilisation coûte extrêmement cher. Donc c'est de voir chaque fois quelle est l'efficacité ou l'opportunité de mener telle ou telle opération. Le but étant de donner les meilleurs résultats possibles avec le peu que nous avons à notre possession. Donc félicitations à l'armée et bon usage pour ces équipements, et vive le Burkina Faso, vive l'armée burkinabé. D'accord. Alors Daouda Kinda, en plus de ce don de matériel militaire de la Côte d'Ivoire, cette fois-ci c'est une acquisition propre. Quelle est votre appréciation? C'est déjà bien que quand même avec notre budget on puisse
acquérir nos armes. Quand on parle de souveraineté, ça suppose tout, qu'on soit capable non seulement d'assurer sur le plan alimentaire, mais également sur le plan sécuritaire, qu'on puisse assurer notre propre sécurité. Et cela passe nécessairement par l'acquisition du matériel militaire. Et si on arrive à faire cela, ce n'est pas la première fois qu'on achète des armes, mais comme Sigrid l'a relevé, c'était le chaînon qui manquait, le vecteur aérien. Donc tous les soldats avaient relevé cet état de fait-là. Actuellement, l'envergure des opérations militaires, en tout cas qui se dessinent là, on ne peut pas concevoir qu'on puisse mener uniquement des opérations terrestres. Il faudrait que non seulement les terroristes là soient traqués au niveau du sol, mais également que ceux qui sont dans les airs également, qu'on puisse couvrir la progression des militaires sur le terrain. Non seulement on voit avec les convois de ravitaillement. En principe, un convoi de ravitaillement de plus d'une cinquantaine, une centaine de véhicules ne doit pas pouvoir évoluer seul. Il faudrait une couverture aérienne pour permettre à ces convois-là d'arriver à bon port. Et les opérations militaires également, on a vu récemment avec les drones qu'on a acquis, en tout cas les résultats que ces drones-là sont en train de produire. On a vu plusieurs frappes aériennes qui ont permis quand même de neutraliser, je ne veux pas avancer des chiffres, mais de neutraliser plusieurs terroristes. Donc, en tout cas, c'est une initiative salutaire, le fait qu'on puisse non seulement acquérir les armes sur fonds propres, mais également couvrir le niveau aérien. D'accord. Et du coup, on passe au deuxième sujet enrôlé pour cette tribune. Situation sécuritaire oblige, il n'y aura pas de subvention cette année pour les pèlerins burkinabés candidats au Hajj 2023. Ousmane Paré, comment est-ce que vous avez accueilli une telle décision ? Je crois que c'est le contraire peut-être qui allait surprendre au moment où on demande à tout le monde de consentir des efforts, donc efforts de guerre. Vous avez vu les nouvelles taxes qui ont été imposées, vous avez vu ces appels donc, de l'État burkinabé, donc à ce que tout le monde puisse contribuer à l'effort de guerre. Dans ce contexte, il était un peu difficile de s'attendre à ce que l'État puisse apporter un appui direct donc à ce pèlerinage-là. Peut-être qu'il peut avoir, je ne sais pas s'il y aura par la suite de la récupération de la part d'autres entités pour peut-être apporter un quelconque soutien, mais je crois que par là, l'État, le gouvernement de la transition marque entre guillemets des points et les gens ne s'attendaient qu'à ça. Et au-delà de tout, je crois que c'est une affaire, donc je ne sais pas s'il faut dire privée. On sait un peu comment cette subvention est venue. Les moments où on en a beaucoup plus parlé, c'était surtout le pouvoir de Blaise Compaoré. Et on se rappelle que même déjà sous Roch Kaboré, il y a des voix qui se levaient pour demander quand même à ce qu'il y ait de la transparence, à ce qu'on s'explique. Et à plusieurs reprises, le comité d'organisation du Hajj a dû s'expliquer voilà, par rapport à cette subvention à travers les bilans. Et je crois que je suis de ceux qui pensent, au-delà des considérations religieuses, qu'il va falloir peut-être aller dans cette logique. Pourquoi je le dis? Parce que ça expose aussi de plus en plus les communautés et les communautés qui sont concernées. La précision, c'est que ce n'est pas seulement la communauté musulmane qui est concernée par la subvention. Et on voit que des gens qui se disent aussi adeptes de la religion traditionnelle dénoncent de plus en plus et disent qu'ils n'en bénéficient pas, ce qui n'est pas du tout vrai. Parce que quand vous analysez, vous voyez ce que l'État met dans les activités purement, d'abord au niveau de la chefferie traditionnelle, c'est des sommes énormes. Souvent, pas du tout de transparence, on ne communique pas dessus, contrairement peut-être aux subventions qu'on apporte au pèlerinage, donc qu'ils soient catholiques, musulmans et autres. Peut-être qu'il faut plus de transparence donc, dans ce qui concerne l'appui de l'État aux religions, mais en même temps, pour ce qui concerne par exemple la religion, l'islam, la religion musulmane, un peu plus de retrait, pour ne pas continuer à décrédibiliser les acteurs. Parce que quand on parle du Hajj, on ne peut pas oublier aussi les temps Oumarou Kanazoué, voilà, où l'organisation du Hajj, à un certain moment, il a fallu que lui, en tant que président de la communauté musulmane, s'investisse. Voilà, parce qu'il n'y avait pas du tout de la transparence. Donc, les retraites de l'État et puis permettre justement à chaque acteur de s'organiser et de gérer son pèlerinage, peut-être pour rendre
les premiers responsables beaucoup plus critiques, beaucoup plus crédibles d'abord et autonomes vis-à-vis de l'État. Parce qu'à un certain moment, on le sait tous, ça a été aussi un moyen donc de chantage donc de la part même de l'État, où on tenait pratiquement les communautés, sinon les responsables de certaines communautés, par le bout du nez, parce que justement à un certain moment, l'État intervenait. Maintenant, au-delà de cela, vous allez me permettre de me prononcer aussi sur un aspect de la polémique que cela a suscité, où des gens, j'ai vu des gens même demander à ce que la somme, les gens ont fait rapidement le calcul, 3 millions de francs CFA pour environ 8400 pèlerins, ça fait tant de milliards. Donc les gens disent non, il faut que les gens amènent ces milliards-là pour mettre dans la caisse de l'État pour aller lutter contre le terrorisme. Et dire à un certain moment aussi, il faut que les gens arrêtent, quoi. Parce que les mêmes personnes peut-être circulent dans des grosses voitures et je ne pense pas que ces mêmes personnes peut-être ont coupé la climatisation à la maison, etc., etc. Oui, la lutte contre le terrorisme, il y a des moyens que l'État mobilise pour cela, mais on ne va pas demander aux gens de ne plus vivre, de ne plus mener aucune autre activité donc en dehors de cela. Donc voilà, les gens vont continuer à fournir des efforts, mais en même temps il faut permettre tout simplement aux gens de sacrifier justement au rythme de leur religion. Alors Issa Sigiré, pas de subvention de l'État pour ce Hajj 2023. Il en est de même aussi pour le côté chrétien au niveau du pèlerinage avec la communauté catholique. Finalement, conséquence, il faudra débourser environ 3 500 000 francs CFA pour être du pèlerinage à la Mecque, et ce ne semble pas être une chose aisée. Alors, il faut relever que souvent, ce qu'on appelle subvention de l'État, ça n'a pas toujours été de l'argent liquide, cash qu'on remet aux communautés. Il est arrivé qu'on donne de l'argent, certes, mais le plus souvent, ce sont des taxes auxquelles l'État renonce. Et on essaie de calculer ces montants-là et pour dire que bon, on accorde tel montant de subvention. Voyez-vous, sur un seul billet d'avion, je crois que depuis 2012 ou combien là, le billet d'avion en classe affaires, ça fait 40 000 comme taxe, et en classe économique au bas mot 20 000 comme taxe. Et quand on prend en compte d'autres aspects tels que la vaccination ou tout ce qui rentre en lien avec le Hajj, c'est vraiment beaucoup. Quand l'État veut alléger, il décide de renoncer à certaines taxes, c'est ce qui explique souvent la hausse des trucs de la subvention. Mais ce qu'il faut aussi relever, c'est que l'État aussi gagne beaucoup dans cette affaire, parce que c'est des moments où les citoyens, en fonction de leur foi et la disponibilité de leurs moyens, ne lésinent pas sur un certain nombre de choses, ce qui permet à l'État vraiment d'avoir suffisamment d'argent. Voyez-vous, la contribution volontaire qu'on a demandé pour équiper les VDP, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais en tout cas, il y a un point qui est quand on regarde le dernier point, on est encore très loin du compte des 100 milliards que nous sommes en train de rechercher. Donc ça, c'est une occasion pour l'État de se faire un peu de santé financière. Alors beaucoup de voix se lèvent effectivement pour demander un traitement équitable, parce que notre constitution même stipule que tous les Burkinabés sont nés égaux en droit, donc ils doivent bénéficier d'un traitement égaux et équitable. Ils n'ont pas tout à fait tort, parce que le pèlerinage est une affaire strictement privée. Il ne faudrait pas que la République, surtout qu'elle est dans une situation critique, aussi en pâtisse pour des raisons privées pour un certain nombre de personnes. Mais qu'à cela ne tienne, moi je pense que ceux qui décident d'y aller se sont suffisamment préparés, ont mis suffisamment de moyens pour pouvoir effectuer ce voyage-là, c'est-à-dire accomplir le 5e pilier de l'islam. Mais aussi on va inviter l'État à suivre cette affaire de frais, parce que souvent il y a des choses qui ne sont pas tout à fait correctes. Il vous souviendra que depuis la pandémie de la Covid-19, il y a eu beaucoup de pèlerins qui s'étaient inscrits, que jusque-là qui ne sont pas encore allés. Donc ce sont des choses sur lesquelles l'État doit être effectivement regardant
de sorte que ceux qui ont mis de l'argent de côté depuis 2020 aujourd'hui soient vraiment prioritaires pour effectuer ce voyage-là. Mais en attendant, bonne organisation aux acteurs et que nos pèlerins aillent en paix afin que les invocations soient exaucées par Allah. Alors, Emin Nabaloum, il s'agit tout de même du 5e pilier de l'islam et le montant 3 500 000 francs CFA. Est-ce que ce n'est pas énorme pour nos pèlerins? Waouh, je ne sais pas. J'ai pas tous les tenants donc de cette affaire, mais 3 millions c'est beaucoup pour un citoyen lambda burkinabé, même si quelqu'un a un salaire ou je sais pas quel emploi il occupe, c'est pas évident. Mais je note également que cinquième pilier de l'islam, si tu veux y aller, tu décides d'y aller, quoi. Voilà, on va pas vous obliger à y aller. C'est d'autant plus que il y en a qui décident, je ferai les Hajj dans 2 ans, dans 3 ans, ils se mettent à se préparer, à faire des économies pour pouvoir effectuer ce 5e pilier là. Mais ça reste un acte de foi individuel, ça reste un acte de foi privé dans lequel l'État n'a pas à intervenir, quoi. Si tu peux pas y aller, il faut pas demander à l'État de t'accompagner pour que tu y ailles. C'est ta foi. Si tu estimes qu'il faut ça pour ta foi, il faut te préparer pour y aller. En se préparant, on peut adopter plusieurs attitudes pour préparer cette démarche donc de foi vers la Mecque. En plus, oui, c'est énorme parce que la Mecque c'est pas à côté, quoi. C'est pas à côté, c'est un voyage long, c'est un séjour éprouvant et ça demande donc une certaine préparation. Donc pour moi, ça reste l'individu, ça reste le croyant qui décide donc d'entamer une démarche de foi, qui se donne les moyens, quoi, pour y aller. On ne va pas demander au trésor public donc de casquer pour nourrir la foi d'un individu. Tout ce qu'on demande à l'État, c'est d'assurer la sécurité du citoyen burkinabé. Si on reste dans ce cadre, ce sont des proportions encore gérables, quoi. Vous voyez, pour moi, ça ne devrait même pas souffrir donc de débat en réalité. On a mis au devant l'aspect contexte sécuritaire, c'est de bonne guerre, mais je pense que l'État doit pouvoir réfléchir profondément par rapport à cette question-là. Parce que la question sécuritaire, il fallait y penser, c'est ce que vous voulez dire. Dans le contexte sécuritaire. Non, n'eût été la question sécuritaire. Oui, n'eût été la question sécuritaire, oui, c'est ce que je veux dire. N'eût été la question sécuritaire, il fallait vraiment y penser pour que les uns et les autres ne se sentent pas mis sur le bas-côté donc de la marche donc de l'État. Ousmane Paré l'a relevé, c'est à tous les niveaux. Oui, je dis, ce qui revient à l'État, c'est d'assurer la sécurité, la protection du citoyen burkinabé. C'est vrai, là, il y a une démarche de foi vers un autre pays. Il y a des obligations pour lesquelles l'État peut accompagner son citoyen là, à travers donc la facilitation d'un certain nombre de démarches. Ça, c'est l'obligation, on peut demander ça à l'État. L'État peut se sentir obligé donc de le faire. Préparer donc le terrain, entamer des discussions avec les autorités du pays d'accueil pour pouvoir assurer une fois de plus sur place la sécurité donc de ces pèlerins là. Mais au-delà de ça, moi je vois pas qu'est-ce qu'on peut encore attendre donc de l'État. L'État peut entamer des discussions avec les compagnies de voyage, avec les agences ou je ne sais pas quoi, pour dire si vous pouvez aider donc mes citoyens à accomplir leur acte, leur démarche de foi de façon plus aisée, ça nous fera plaisir en tant qu'État. Mais je souhaiterais vraiment que ça reste dans ce cadre-là, parce que si on rentre dans la polémique, ça va véritablement mettre les uns et les autres très mal à l'aise, parce que quand on parle par exemple de 800 millions par exemple, je crois pour l'année 2022, c'est énorme, quoi. 800 millions, ça donne quoi? Mon confrère a expliqué un peu, ces 800 millions là, ça rentre dans quel cadre?
Est-ce qu'on a donné à l'individu? Mais bon, le nom c'est subvention, hein? C'est une subvention, ça veut dire que bon, l'individu dans sa démarche, l'État gagne quoi? L'État gagne quoi? Mais je pense, une fois de plus, j'insiste, il faut engager la réflexion de façon sincère, en tant qu'État responsable, qui s'assume, qui s'engage à protéger ses citoyens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, qu'ils soient un, qu'ils soient deux ou qu'ils soient des millions. Vous avez vu les scandales, il n'y a pas longtemps, 2017-2018, l'État d'accueil donc de ce pèlerinage a invité le gouvernement burkinabé, a invité des ministres. Comme les ministres sont partis, aux frais du contribuable burkinabé, les frais de mission, on a pris où? On a pris dans le trésor public. Il y en a qui sont allés avec leurs épouses, il y en a qui sont allés avec leurs amis. Ça pose problème. Parce que la démarche est individuelle. Le hajj qu'il va faire, c'est pour lui. Ouais, bon, il va prier, voilà, quand il reviendra, ça deviendra un meilleur citoyen en temps normal. L'État gagne quelque part, mais bon, il faut faire attention quand on touche aux caisses donc de l'État. Il y a des dérives qui arrivent. L'ASE a demandé à certains, par exemple, de rembourser les frais donc à certaines personnalités, de rembourser les frais donc de mission, leur prise en charge pour leur voyage à la Mecque. Ça veut dire que objectivement ça pose problème. Donc du coup, il faut engager la réflexion. Et puis bon, je pense aussi que peut-être je termine là. Il faut mettre un peu d'ordre du côté donc des agences de voyage. Je crois que c'est là-bas. Le ministère, par exemple, de l'administration territoriale, au nom de l'État, doit pouvoir travailler pour assainir, pour que des citoyens ne se fassent pas gruger par des agences de voyage. C'est là la responsabilité de l'État, d'où je parle donc de la question donc de protection et d'assurer la sécurité donc des croyants burkinabés. D'accord, très alors, rapidement. Il faut aussi relever qu'il y a beaucoup de citoyens burkinabés au regard des moyens dont ils disposent qui aident leurs compatriotes à effectuer ce hajj. Ok, alors dernière réaction sur ce sujet. Au niveau du journal Le Quotidien, que pensez-vous de l'absence de subvention pour cette édition de l'hajj 2023? Vous savez que déjà depuis plusieurs années, il y a des voix qui s'élèvent pour dénoncer le fait que l'État burkinabé subventionne tout ce qui est pèlerinage, parce que mes confrères l'ont suffisamment relevé ici. C'est une démarche personnelle, privée. Je crois savoir que le pèlerinage, c'est le 5e pilier de l'islam. Donc, c'est privé. Donc, l'État n'a pas à débourser de l'argent pour permettre à un individu d'accomplir sa foi. D'accord. Alors, troisième sujet de cette tribune, procès Vincent Dabilgou. Les avocats se sont tous déportés du dossier. Ils dénoncent la violation du métier d'avocat. Qu'est-ce que vous en pensez, Issa Sigiri? Alors, encore une fois, une bataille juridique qui se déporte encore dans les médias à travers cette conférence de presse animée par les conseils de l'ancien ministre Vincent Dabilgou. Voyez-vous, le domaine juridique a des expressions qui ne sont pas toujours accessibles aux citoyens lambda, et parfois certains acteurs se cachent derrière ces termes-là, loi et autres, pour pouvoir peut-être faire une bataille de l'opinion. Effectivement, ils estiment que les droits de leurs clients ont été bafoués. D'abord, le tribunal en tant que tel n'est pas compétent pour juger de leurs clients. Ça, c'est leur point de vue, parce qu'il a agi en tant que ministre, pas en tant que citoyen. Et pour juger un ministre, il faut la haute cour de justice. Ça, c'est leur position. Ils estiment également que leur client a été écouté de façon illégale, donc ce qui n'est pas normal, alors que ces conversations devraient être privées. Mais hier, on a vu le communiqué du procureur qui dit encore autre chose, à savoir qu'il n'a pas été mis sous écoute, mais il s'est retrouvé là-bas avec un téléphone. Et quand on l'a surpris avec ce téléphone, on a fait recours à un expert pour un peu voir le contenu de ces conversations. Et si tel est le cas, je me
entendu que l'ancien ministre s'est fait piéger parce qu'un ministre, ce n'est pas forcément un enfant de cœur, et ceux aussi chargés de gérer les questions de justice, ce ne sont pas forcément des enfants de cœur. Donc on a certainement profité d'une faiblesse peut-être pour se taper dessus. Mais l'un mis dans un cas ou dans un autre, il est important qu'on puisse garantir les droits de chacun et aussi que chacun aussi soit redevable, parce que quand vous avez géré les affaires de l'État, il faut être à mesure de rendre compte un jour. D'accord, vous parlez déjà de rendre compte, et c'est sur cette question-là déjà que les avocats se fondent pour dire que le TGI n'est pas compétent pour juger de leur affaire. Ils appellent à ce que ce soit la Haute Cour de justice. Qu'est-ce que vous en pensez, Ousmane Paré? Mais je crois que c'est effectivement ce que les textes prévoient pour un ministre, à moins qu'il y ait eu changement, et jusqu'à présent, personne n'a dit effectivement qu'il y a eu changement pour un ministre dans l'exercice de ses fonctions. Je crois que les textes disent clairement que ça relève de la Haute Cour de justice. Donc, personnellement, je ne sais pas du tout pourquoi on ne veut pas respecter le processus et pourquoi aussi on n'a pas travaillé sur les textes, parce que vous savez que depuis la question donc du procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, les insuffisances des textes qui régissent le fonctionnement de la Haute Cour de justice ont été posées. Il y a eu beaucoup de difficultés. Un procès qu'on a commencé, on a dû suspendre. Et le dernier mandat de Roch Kaboré, on était encore revenu là-dessus. Malheureusement, il y a eu les 2 coups d'État. La question fondamentale, pourquoi on ne veut pas justement passer par cette justice et puis on veut passer par le tribunal donc de grande instance? Ça, c'est la question qu'on se pose. Malheureusement, même au niveau des... Est-ce que la Haute Cour de justice est fonctionnelle? Mais ça, c'est la question. Pour l'instant, c'est ce que la loi prévoit. Et je pense qu'on aurait dû prendre les taureaux par les cornes. Parce que moi, je ne sais pas ce que ça va donner. Même s'il est condamné, de toute façon, on va dire que c'est comme ce sont des règlements de compte, donc c'est de la vengeance, etc., etc. Et je me dis, quel que soit le verdict qui sera prononcé, quand on va aller donc au niveau de la cassation, quand on va aller à un niveau supérieur, c'est pas évident qu'on ne revienne pas encore sur la décision. Je crois que ce que les textes prévoient, il faut qu'on reste dans cette logique pour ne pas rendre des jugements et après qui seront par la suite invalidés. On est d'accord que tous ceux qui ont géré doivent répondre. Il y a des canaux qui ont été définis pour ça. Donc il faut qu'on reste dans cette logique si on veut justement que les jugements qu'on va rendre aient toute leur valeur. Donc moi, c'est un peu cet aspect que je n'arrive pas du tout à comprendre. D'accord. Alors, Aimé Nabaloum, au niveau des avocats, on estime que le TGI est incompétent. On appelle à ce que ce soit la Haute Cour de justice. Issa Sigiré le disait tout à l'heure, il y a eu cette sortie du procureur. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que c'est bien. C'est bien de sortir immédiatement donc après la sortie donc des conseils donc de l'ancien ministre Vincent Dabilou. C'est une très bonne chose. Le procureur il dit également de belles choses donc dans son communiqué, des choses qui complètent en tout cas qui aident à la compréhension donc de ce qui s'est passé à l'intérieur. Si je peux me prononcer par rapport à cela, moi il y a quand même 2-3 choses à remarquer. Première chose, c'est que le prévenu s'est retrouvé en garde à vue avec son téléphone. Il y a un problème. À mon avis, il y a un problème qui se pose. Si le prévenu a réussi à se retrouver en garde à vue avec son téléphone, il a communiqué avec l'extérieur à travers son téléphone, il faut tirer cette affaire d'abord au clair. Qui a envoyé ses téléphones entre les mains du prévenu? Est-ce son téléphone? Est-ce quelqu'un qui lui a donné? Pourquoi on ne lui a pas retiré le téléphone? Si c'était son téléphone avec lequel il a communiqué, il y a un problème qui se pose. Donc, à mon avis, il y a déjà des failles à ce niveau-là. Bon, on s'est rendu compte par la suite que le prévenu il détient un téléphone, il communique avec l'extérieur, et puis on a voulu savoir qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il a pu bien dire à X ou à Y. Est-ce qu'il a parlé à ses avocats? Est-ce qu'il a parlé à des personnes, en tout cas impliquées dans le dossier? On a voulu, à travers donc l'expert assermenté là, savoir le contenu donc de cette communication. Voilà pourquoi je dis il y a plusieurs aspects qui me posent problème dans ce qui a été révélé par l'une et l'autre donc des parties, les conseils et donc le procureur donc du FASO. Si les avocats estiment à travers
travers leur sortie que, bon, il y a une violation de leurs droits, et à travers donc la mise sur écoute, c'est suffisamment grave. Et je pense quand même qu'en tant que juge du droit, ils ne vont pas se lancer donc, dans cette aventure-là sans détenir donc des preuves. Bon, le procureur explique que, en tout cas, selon ma compréhension, que ce qui a été demandé à l'expert assermenté donc auprès des juridictions là, ce qui a été demandé, c'est de voir la communication avec autre personne que les avocats. Or, je veux bien savoir quelle peut être la méthode donc, de sélection de cette communication-là, sans en tout cas savoir si l'intéressé a communiqué avec ses avocats ou avec d'autres personnes. Donc, moi, véritablement, ça me pose problème. Et au fond, on a des problèmes avec la règle du droit dans ce pays-là, à mon avis. Vous ne pouvez pas vous retrouver. Bon, vous avez suivi il n'y a pas longtemps l'actualité du côté de la maison d'arrêt de correction des armées, oui, où des gens se sont retrouvés. Bon, l'affaire s'est retrouvée en justice. Donc, le fait que le prévenu se retrouve avec son téléphone, je pense que ça devrait quand même donner l'occasion donc d'ouvrir voilà, un autre dossier sur ce cas-là pour continuer. Mais bon, le fait, je termine par là en 2 secondes, le fait que les avocats se déportent de ce dossier, je pense que la situation se complique, non seulement pour le parquet, mais aussi tous les acteurs qui entourent ce dossier. Parce que si les avocats arrivent à démontrer qu'ils ont été mis sur écoute, que leur communication avec leurs avocats ont été mis sur écoute, il n'y a rien à faire. Moi, je pense que c'est très probable que les juridictions du plus haut niveau, sous-régional ou international, soient saisies. Et à ce moment, qu'est-ce qu'on gagne? La question donc de la haute cour de justice. Très rapide. Pourquoi on s'empresse? Pourquoi on s'empresse? Ça laisse donc penser à certains qu'il y a des règlements donc politique. Si notre haute cour de justice existait, bon, tout simplement, l'intéressé passe devant cette haute cour de justice. Parce que s'il y a une erreur, s'il y a vice de procédure, dans la forme, le dossier risque de tomber à l'eau. À ce moment, c'est l'État burkinabé qui va perdre. Lamentablement. Et nous sommes pris par le temps. Nous passons du coup au dernier sujet enrôlé pour cette tribune. La Cour pénale internationale lance un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine. Et sur la question, l'édito du journal Le Pays est intitulé « Les satrapes africains sont prévenus ». Issa Sigiré. Oui, effectivement, et cette cour avait jusque-là pour habitude d'interpeller les dirigeants africains. Et jusque-là. Mais aujourd'hui, on voit que c'est l'un des plus puissants qui se trouve dans de beaux draps, on allait dire ainsi, même si on peut reconnaître que le tribunal aura du mal à exécuter ce mandat d'arrêt-là. Donc, ce que nous voulons dire ici, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est intouchable. Vous pouvez être fort aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas rester fort indéfiniment. Donc, c'est une interpellation pour les dirigeants africains, parce que la justice, que ce soit au niveau international ou national, on a ce qu'on appelle la jurisprudence. Ce qui s'est passé sous d'autres cieux peut être utilisé au niveau national ou sur le plan du continent noir. Donc c'est pour cela que nous disons qu'il y a des présidents africains qui se croient autorisés, qui ont droit de vie ou de mort sur certains citoyens. Donc c'est le moment de leur dire de faire attention, et après le pouvoir et les juridictions internationales peuvent vous poursuivre et peut-être même vous arrêter. Et en tout cas, nous ne serons pas fiers de voir un jour quelqu'un qui a dirigé notre pays se retrouver dans des tribunaux internationaux. D'accord. Alors Daouda Kinda, qu'est-ce que vous pensez de ce mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine? Vous voyez, en Russie, on se moque de ça. Poutine et tous les Russes, ils en rient. Et moi personnellement, je pense que bon, ça ne va pas aboutir. On le fait peut-être pour menacer peut-être Poutine et la Russie, mais c'est une initiative qui ne va pas prospérer. C'est quand même Poutine, c'est l'un des présidents les plus craints sur cette planète-là partout. Il n'est pas le seul président à recevoir un mandat d'arrêt. Il y a eu le cas Omar El-Béchir, il y a eu Laurent Gbagbo qui a été appelé par la CPI. Là, vous parlez de présidents africains. Citez-moi des présidents de ces pays-là.
de ce continent. Vous n'en trouverez pas. C'est ça aussi le problème. Ce qui fait qu'on avait demandé à ce qu'on réforme un peu la CPI pour ne pas que les cibles soient forcément africaines. Et là, si pour cette fois-ci on trouve une cible autre qu'en Afrique, ben, c'est déjà un pas de plus. Mais comment faire pour exécuter ce mandat-là? C'est ça le problème. Et je pense véritablement que ça ne va pas prospérer et que Poutine, je pense qu'ils vont trouver... il a quand même le droit de veto au niveau de l'ONU, il a plein d'instruments et c'est des trucs qui vont régler ça après la crise ukrainienne. Alors nous sommes malheureusement pris par le temps, mais très rapidement, Ousmane Paré, on sait que ce mandat contre Vladimir Poutine fait suite à la déportation de près de 16 000 enfants du territoire ukrainien. Est-ce qu'il ne devrait pas répondre? Peut-être qu'il doit répondre, que ce soit en Russie ou que ce soit au niveau de la Cour pénale internationale. Pour moi, c'est d'abord l'effet politique. Hein. Je crois que le mandat, c'est plutôt une dimension beaucoup plus politique pour interpeller. À ce niveau, je crois que même avec Bush, à un certain moment, les gens avaient demandé qu'il y ait un mandat d'arrêt contre lui. Seulement les États-Unis n'avaient pas ratifié donc, la charte donc, pour ce qui concerne la CPI. Moi, au-delà de tout, je crois que c'est la leçon qu'il faudra peut-être retenir, qu'aucun crime ne peut rester impuni. Et même si on est dans une situation géopolitique aussi qui n'arrange pas du tout les choses, parce qu'on sait que quand on parle de tous ces instruments, c'est surtout la même mise du bloc occidental, notamment des États-Unis, et qui s'impose pratiquement à tout. Peut-être que si on sortait de là et qu'on a des institutions plutôt fortes, une Cour pénale internationale assez forte, qui peut s'imposer autant à la Russie qu'aux États-Unis, je crois que c'est les populations qui allaient en sortir plutôt heureuses. D'accord, nous sommes en fin d'émission, 10 secondes par rapport à ce mandat d'arrêt international. Oui, c'est prévu par les textes de la Cour pénale internationale. Si le procureur a estimé que le président russe mérite donc d'être mis aux arrêts, je pense que c'est ce qui a prévalu. Maintenant, il y a aussi les aspects politiques. Les enjeux sont beaucoup plus énormes, mais il ne faut pas oublier que ça reste un mandat d'arrêt international. Si la moindre occasion se présente, le président russe, il peut avoir des soucis. Il faut travailler, comme l'ont dit mes confrères donc, des éditions du pays, il faut travailler à ne pas se retrouver en porte-à-faux avec des textes institués par X ou par Y. S'ils vous mettent la main dessus, vous risquez d'avoir les 1000 problèmes, quand bien même, objectivement, l'application peut, en tout cas dans ce contexte-là, pour l'instant, on pense que l'application peut être difficile, mais nul ne peut présager de demain, quoi. D'accord. Et c'est tout pour ce numéro de votre émission, La Tribune des Éditos, l'émission qui donne la parole uniquement aux professionnels des médias. Merci à l'équipe technique qui a permis sa réalisation. Merci à vous qui l'avez suivi. On se donne un rendez-vous le week-end prochain, si Dieu le veut, mais d'ici là, portez-vous bien.